plusieurs structures fibrinaires dans le ménisque. Et les plus importantes sont les fibres circonférentielles, et nous allons voir l'importance tout à l'heure. Donc, c'est des rappels historiques un peu. Donc, le plus important, c'est la technique. Elle a été décrite en 1983 par Charles Heming. Il souligna l'importance du ravivement et de l'addition du clou de fibrine. Et puis, elle a été démocratisée par Charles Brown dans les années 90 aux États-Unis. Elle a été un peu oubliée dans les pays européens, notamment lors de l'avènement des implants All Inside. Donc, on souligne le rôle protecteur de ces réparations méniscales contre l'arthrose fémorotibiale. L'objectif de ce travail est d'apporter les résultats cliniques et fonctionnels de notre série dans le service par la technique Inside Out. Donc, c'est une étude prospective monocentrique mono-opérateur de 25 cas. Dans 4, on a associé une structure out-in pour le segment antérieur de ce ménisque. Dans 16 cas, la lésion a été sur le ménisque interne et 9 cas sur le latéral. Une seule femme dans la série, c'était une lésion rabiaire, 2 sportifs professionnels et 7 sportifs amateurs. Et dans 11 cas, il y avait une lésion bien sûr associée donc on a fait une ligament associé. Donc, selon le type anatomopathologique, les lésions les plus fréquentes étaient les lésions type de lombo ou des lésions longitudinales verticales qui soient stables ou en os dessous. L'équilibrage horizontal était présent chez 3 cas, la rabiaire chez 2, et dans 2 cas, on a réalisé par cette technique une réparation d'une rampe type 3, c'est-à-dire une faillite du ligament ménisco-tibial selon la classification de Conan. Le délai moyen entre la chirurgie et le traumatisme était 14 mois, qui est en même assez élevé. Donc, dans le premier temps, je réalise toujours pour le ménisque médial un pie crust, et vous voyez que le ménisque, comment il s'ouvre progressivement avec la piqûre du ligament latéral interne. En deuxième temps, c'est l'avivement. Il faut qu'il soit le plus agressif possible afin d'enlever toute la fibrose et doit être plus agressif que la lésion est ancienne. Il faut considérer la lésion méniscale comme une subarthrose. Donc l'avivement est très, très important. Et on voit l'issue de son dans la deuxième vidéo. Avec l'avivement, ça veut dire que c'est efficace comme geste. Après, on réalise des voies externes afin de contrôler la sortie des aiguilles. En médial, vous voyez les repères, c'est le bord postérieur du plantar tibial, on tourne dedans et on divise l'incision entière proximale et entière distaux. La technique originale décrite pour la première fois décrit le passage au-dessus du demi-membraneux, mais actuellement je le fais en dessous du demi-membraneux. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc vous voyez le plan cutané, puis le fascia crural. Et au doigt, je décolle l'espace entre le gastrocnémien médial et la capsule postérieure. Une fois ce geste est fait, on recherche le tendon du demi-membraneux, comme vous le voyez ici, et je place l'écarteur en dessous. Et je passe à la suture avec des aiguilles longues de rachis qu'on utilisait avant, des aiguilles restylisables. On fait le PTS et on fait des points verticaux, beaucoup moins de points horizontaux parce qu'ils sont moins solides et nous allons voir dans la discussion. Donc le premier point, c'est le point capital. Il faut prendre tout son temps à le réaliser. Une fois ce point, il est bien fait, il est réalisé, on est content, on passe aux autres points et on met autant de points que nécessaire avec un espacement de 5 à 8 mm entre les points. Et vous voyez à la fin de la réalisation des points supérieurs, le ménisque est un peu soulevé, donc on réalise des points à la face inférieure du ménisque afin de le redresser et encore ça solidifie notre suture. Pour le ménisque latéral, la voie est un peu plus technique, plus difficile, donc on ouvre le plan sous-cutané. Et on recherche le plan entre le fascia lata et le biceps fémoral. Une fois ce plan est identifié, on pénètre l'espace et on cherche le tendon qui est vertical et blanc ancré. C'est le tendon du gastrocnémien latéral.
plan de la capsule. Une fois ce plan est bien individualisé, on met notre écarteur. On procède de la digitoclasie, de la dissection au ciseau, et on met notre écarteur afin de pousser le pédicule au maximum vers la ligne médiane. Une fois l'écarteur est placé, on pourra passer à la suture. Et comme pour le temps interne, c'est à peu près le même principe, sauf qu'on a un hiérarchie de propriété qu'il faut respecter. Il ne faut jamais mettre des points sur le tendon de propriété, ça va de toute façon déchirer lors des mouvements de flexion et d'extension. Donc c'est une lésion verticale du ménisque externe, et on va mettre des sutures très rapidement. Vous voyez, là c'était en début d'expérience, je mettais beaucoup de points horizontaux et je me suis rendu compte que ce n'est pas très solide. Et donc également j'ai revu la littérature. Maintenant je mets plus de points verticaux, le maximum de points verticaux. Le point horizontal, je le laisse pour les lésions complexes afin de réduire la lésion et puis rajouter des points verticaux de part et d'autre pour solidifier cette suture. Et vous voyez l'aspect final après la suture, une lésion qui est stable et une suture solide. Donc avec un recul moyen de 10 mois, et on n'a pas eu d'événement thromboembolique, on a eu un cas d'hypoesthésie au regard de la cicatrice postériomédiale qui a récupéré au bout de 3 mois, disparition des signes cliniques avec 2 cas de douleur modérée à l'accroupissement, c'était lié à des lésions ostéochondrales associées. Le coût global moyen de la série est de 91,8. La flexion moyenne est de 137 degrés et une avec extension complète. Voilà la répartition du score du pouce. Vous voyez, les termes les plus faibles, c'est le sport et loisir. C'est expliqué par le fait que nos patients soient sédentaires. Les résultats cliniques de la série, vous voyez, l'accroupissement, le relèvement et la flexion et extension complète. Voici notre malade. Avec flexion et extension complète, accroupissement. Voilà. Alors pour la discussion, le Pike Trust, il y a eu beaucoup d'études comparatives et on a trouvé qu'au bout de 6 mois, la douleur disparaît et la laxité disparaît. Les quelques millimètres qu'on induit par le Pike Trust disparaissent. Et donc il n'a aucun retentissement sur le compartiment, sur la laxité ligamentaire ultérieure. Maintenant, je viens au fait qu'il faut poser l'écarteur en dessous du demi-membraneux. Vous voyez cette étude cadavérique où on a placé l'écarteur au-dessus du demi-membraneux et lorsqu'on met le genou en extension en valgus, l'espace se ferme et on sera en lutte contre ce contre pour fermer aucun point. Depuis que je passe en dessous du demi-membraneux, vous voyez dans la vidéo, l'aiguille se présente directement en face de l'écarteur. Il n'y a aucun risque vasculo-nerveux dans ce cas. Alors pour les études biomécaniques sur les différents points et les différents matériaux, vous voyez que les implants Onsite de deuxième génération se rapprochent tous de la valeur de résistance du fil PDS et les points verticaux dépassent de 20 newtons les sutures horizontales. Donc il faut toujours privilégier les points verticaux autant que possible. Il y a cette étude, cette revue systémique qui compare les implants on-site avec la technique inside-out, où on ne retrouve pas de différence significative, que ce soit sur le plan clinique ou sur la cicatrisation méniscale dans les deux groupes. Une autre revue systémique sur 1126 patients qui retrouve un taux de cicatrisation très élevé dans la technique inside-out, où le taux d'échec avoisine 10%, et pour les implants all-inside, il est de 16%. Donc, je dirais que les avantages de cette technique, c'est qu'elle permet une réduction et une fixation des lésions complexes larges, avec des sutures verticales divergentes. On peut mettre autant de points qu'on veut, et avec un haut taux de succès.
très faible. Les inconvénients, c'est qu'il y a des chronophages, surtout en début d'expérience, et ça nécessite des voies supplémentaires que les patients peuvent refuser parfois. Il faut un aide entraîné. Pour le risque vasculo-nerveux, j'ai mis cette diapo. Pour le pédicule, pour cliquer, le seul cas de figure où on risque de blesser ce pédicule, c'est quand on répare le corps postérieur du ménisque latéral par voie latérale. Il ne faut jamais le faire. Donc pour conclure, je dis que l'on a eu de bons résultats fonctionnels et cliniques à moyen terme. Il faut prendre le soin de réparer le ménisque comme on prend le soin de faire une bonne ligamentoplastie, et ce qui permet de diminuer l'incidence de l'arthrose fémorotibiale. On a eu de bons taux de cicatrisation dans la littérature, et cette technique, par son faible coût, permet une suture dans les bonnes